Comment rencontrer des combattants islamistes proches d'Al-Qaïda, l'organisation de Ben Laden? La mission est quasiment impossible. Les journalistes qui ont essayé d'entrer dans leur sanctuaire n'en sont pas tous revenus. Je connais un endroit où il est possible de les approcher. Le Tibesti, une région isolée au cœur du Sahara, au nord du Tchad. Là-bas, un redoutable émir surnommé El Para et une quinzaine de fanatiques ont été capturés par des rebelles toubous. Je connais un de ces chefs toubous depuis plus de 20 ans, depuis les premières guerres du Tchad. Il s'appelle Adoum, et lui seul peut m'amener jusqu'à El Para, le Ben Laden du désert. Notre voyage commence à Agadez, au Niger. Nous avons rendez-vous avec Adoum dans un hôtel discret. Ça va mieux. Adoum accepte de nous servir de guide. On va voir. On va faire du hors-piste, on ne fait pas hors-piste. À partir de Bilma. On a dit Bilma, mais on ne va pas rentrer. Pour parvenir jusqu'à El Para, il nous faut accomplir un périple de plus de 1700 km. En évitant les mines et les patrouilles de l'armée, avant d'arriver enfin au Tibesti, aux confins du Niger, du Tchad, de l'Algérie et de la Libye. Nous partirons avec 2 véhicules, un pour la nourriture, l'eau et l'essence, l'autre pour les hommes. Au total, 500 litres d'eau, 700 litres de carburant et des dizaines de kilos de macaroni. Nous découvrons aussi que nos guides ont tout prévu en cas de mauvaise rencontre. Dis-moi, si on tombe sur une patrouille, qu'est-ce qu'on dit les touristes? C'est moi qui parle. Ok. Nous profitons de la prière du soir pour filer discrètement. Nous prenons la piste entre chien et loup et nous ignorons combien de temps il nous faudra pour trouver la cage d'El Para. 2 semaines, peut-être plus. Dans le désert, les phares se voient de loin. Il est plus prudent de s'arrêter pour la nuit. On va prier là. Comme la moitié de la population tchadienne, ces hommes sont musulmans. Mais ils sont bien éloignés des fanatiques religieux qui mènent la guerre sainte, comme El Para et ses moudjahidines. El Para, un ancien parachutiste de l'armée algérienne, aujourd'hui chef militaire du GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Salafiste, un terme qui désigne les compagnons du prophète et qui prône un islam radical. Affilié à Al-Qaïda, le GSPC figure sur la liste noire publiée par le département d'État américain. Le GSPC, qui sème la mort en Algérie, avait préparé des attentats en France contre la cathédrale de Strasbourg et aussi contre le Paris-Dakar. L'an dernier, El Para et ses hommes avaient enlevé 34 touristes dans le désert, en majorité des Allemands, libérés quelques mois plus tard au Mali. À l'époque, le gouvernement allemand avait toujours nié le versement d'une rançon. Nous verrons que la vérité est sans doute différente. Les avaries commencent à retarder notre progression. Après une première crevaison, nous reprenons la piste. Au 3e jour, une oasis. Nous en profitons pour nous ravitailler en eau fraîche. À quelques dizaines de mètres, 2 camions remplis de cigarettes. Des trafiquants qui se dirigent vers l'Algérie. Nous restons à distance, ils sont probablement bien armés et nous n'avons pas l'intention de nous faire remarquer. Ce sont quand même des milliers de kilomètres carrés qui ne sont pas contrôlés. C'est le pays des contrebandiers, des bandits. C'est un couloir de passage pour tout le monde. On ne peut pas contrôler tous les grands déserts. Tout le monde peut passer, du Soudan jusqu'en Mauritanie.
Les Américains craignent d'ailleurs depuis quelques années que cette immense région devienne une zone de repli pour les terroristes, comme celle installée par Ben Laden à la frontière du Pakistan. Mais pour nous, la route est encore longue. On a fait un tiers, il faut compter qu'il y a encore 2 tiers. Il ne faut jamais être pressé dans le désert. Il faut aller comme les chameaux, calmement. Après les dunes du Ténéré, le désert devient plus lisse. Sur la piste, les points de repère se font rares. Mais nos guides n'ont pas besoin de boussole, ils connaissent le bon chemin. Le soir, la chaleur descend enfin, 30 degrés, 20 de moins que dans la journée. Il ferait presque frais. Au menu, les éternels maccas, des macaronis, matin, midi et soir. Nos accompagnateurs sont impatients d'atteindre le Tibesti. Ah oui, bon, c'est un peu délicat, mais en tout cas, on va arriver, Inch'Allah. L'essentiel, c'est demain jusqu'au soir, s'il plaît à Dieu. On sera avec les frères. 5 heures du matin. À partir de maintenant, il faut rester sur ses gardes. Le Tchad est devant nous, plein est. Adoum appelle les chefs rebelles pour vérifier que la voie est libre. L'armée tchadienne patrouille dans les parages. Je viens d'établir une liaison, donc tout est bon pour le moment. On va essayer de changer un peu d'itinéraire. C'est maintenant prendre quelques précautions que d'usage, hein, disons, mais pour éviter toute surprise désagréable. Ici, pas de barrière douanière, les hommes du désert sont les seuls à connaître la frontière. Oui, nous sommes enfin arrivés au Tchad. Maintenant, voilà, on est dans le territoire tchadien. Nous redoublons de prudence. On va essayer d'éviter les terrains complètement nus, plats à l'extérieur. Ça va nous ralentir vachement. Mais pour la sécurité, c'est la meilleure façon de progresser. Les patrouilles de l'armée tchadienne rôdent dans toute la région. Pour les éviter, Adoum décide de faire du hors-piste. Nous empruntons des oueds asséchés. Bon, c'est bon, on avance. C'est les canyons qui nous retardent. Mais les canyons, c'est la sécurité. Oui. Parce que ça empêche les troupes gouvernementales ou les Libyens de nous voir. Si on coupe à travers le désert, la poussière, ils peuvent nous voir de très loin. Pour nous, je pense que ça ira, ça devrait aller. S'ils ne tirent pas les premiers, ça ira. Par chance, nous ne rencontrerons aucune patrouille hostile. Dans les phares, des hommes en armes. Les rebelles Toubou. Nous sommes en sécurité. Premier poste important du mouvement. Et bon, on va attendre de savoir quelles sont les consignes qu'ils ont. Je pense qu'on va passer la nuit là. On est en de bonnes mains. Bienvenue. Voilà. Le Tibesti, un désert montagneux grand comme la moitié de la France. Les rebelles Toubou occupent cette région depuis 8 ans. Ici, ils ne craignent personne, ils se déplacent et s'entraînent à leur guise. Et ils ne sont pas peu fiers de le montrer devant la caméra. C'est fini quoi? Aujourd'hui, ne dormez pas. Dormez pas. Les troupes de N'Djamena ne sont pas loin, mais elles s'aventurent rarement jusqu'ici. Des fois, ils sortent pour chercher des gazelles, mais quand il y a des escarmouches, dès qu'ils nous voient, ils détalent. Dans le maquis, la vie est rude, on se nourrit de viande de chasse. C'est de la viande de mouflon. On n'en trouve pas tous les jours, alors on y goûte. En ce qui me concerne, ça fait... Mais nous ne sommes pas encore au bout du voyage. Il faut reprendre la piste car les Toubous ont caché les prisonniers dans un endroit secret, quelque part dans les montagnes.
Au bout de quelques heures, le terrain devient impraticable. « 5 km/h de moyenne et le risque de sauter sur une mine posée par l'ennemi. Ce sont des hommes à pied qui ouvrent le chemin. Après plusieurs heures de piste, nous passons à portée de canon de Bardaï, le chef-lieu du Tibesti, tenu par l'armée tchadienne. Une action commando des soldats gouvernementaux est toujours possible. Au matin du 10e jour, nous parvenons enfin dans le repère des rebelles Toubou. Mais toujours pas de traces d'El Para et de ses salafistes. Apparemment, ils ne veulent pas le montrer aujourd'hui. Ils ne veulent pas du tout nous montrer où leur PC est et surtout où ils cachent les prisonniers. Ils savent aussi que nous, on vient en tant que journaliste, mais d'autres les cherchent pour autre chose, soit pour les tuer, soit pour les enlever. Ils se méfient. Mohamed Tougou est un des chefs rebelles du MDJT, le mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad, qui détient El Para et ses moudjahidines. Vous vous sentez concerné par ces mouvements salafistes? Ni de près ni de loin, parce que nous sommes un pays laïque, le Tchad est un pays laïque. Nous n'avons aucun rapport avec des groupes islamistes. Quand les Toubous ont capturé El Para et sa bande, ils venaient d'essuyer un assaut de l'armée tchadienne. Ils étaient assoiffés, ils ont marché presque 2 jours, certains 3 jours. Ils étaient fatigués. Certains sont tombés du soir, certains ont jeté des armes. Oui. Mohamed nous montre ensuite un carnet qu'El Para gardait toujours sur lui. Dessus, les numéros de téléphone codés des chefs islamistes avec qui il était en contact dans le monde entier. En Tchétchénie? Ils ont trop de sympathie envers les Tchétchènes. Oui. Pakistan, Afghanistan? Afghanistan, oui, à ce que je sache. Mohamed n'en dira pas plus pour le moment. Avant d'arriver jusqu'aux prisonniers, il nous faut rendre d'abord une visite au maître des lieux, le président du MDJT, Hassan Abdallah Mardégué. Le vieux chef nous attend à l'ombre d'un acacia. Depuis près d'une décennie, il contrôle la presque totalité du Tibesti. Vous êtes les premiers journalistes à parvenir jusqu'à nous. Je vous en remercie. Nous combattons l'injustice et le terrorisme est une grande injustice. Nous avons informé tous les pays qui ont des problèmes avec ces salafistes que nous sommes déterminés à leur remettre, à l'Allemagne, à l'Algérie ou à n'importe quel pays qui les voudra. L'entrevue a été courte. Nous allons enfin pouvoir rencontrer les détenus. Les Toubous nous amènent dans une cabane où ils stockent leur nourriture. Dans cette cachette, nous pourrons filmer discrètement les prisonniers. Ils ne sont pas encore là. Nous, on va les faire venir devant la voiture. Là. Vous voyez le stationnement de la voiture là. Oui. Quelques secondes plus tard, les prisonniers arrivent enfin. Ils sont 14, apparemment en bonne santé. Ces hommes ont semé la terreur en Algérie et dans toute la région depuis de nombreuses années. Ils portent la barbe et les cheveux longs tressés, comme au temps du prophète. Mais nous ne voulons pas simplement les filmer. Les Toubous leur demandent donc s'ils acceptent d'être interviewés. Après un temps de réflexion, la réponse est oui. Ils sont venus, c'est pas problème. Ils sont venus. Ah. Ils vont venir. Ouais. 1% va venir. Le premier qui nous parle est un Algérien. Bonjour. On est journaliste, pas autre chose. On est vraiment journaliste. Il n'est pas obligé de parler. Il fait comme il veut. S'il veut partir, il peut partir. Hein? Il est très d'accord. D'accord. Est-ce qu'il veut bien nous expliquer comment il s'est retrouvé ici? Pourquoi il est venu au Tchad? Je suis un moudjahidine, comme mes frères.
un combattant de Dieu. La terre entière nous appartient. Notre objectif est de dispenser la parole d'Allah. Nous sommes appelés à convertir tout le monde, sur n'importe quel territoire. Est-ce qu'ils vont imposer la charia en Algérie? Notre objectif est d'instaurer la charia en Algérie, c'est-à-dire un État islamique basé sur les fondements du Coran. Est-ce que si on le qualifie de terroriste, est-ce qu'ils pensent que c'est vrai ou c'est faux? Terroriste? Je ne suis pas un terroriste. Je prêche la bonne parole, comme au temps du prophète. Un bon prêcheur donc, qui n'aurait rien à voir avec le terrorisme, et encore moins avec l'enlèvement des touristes allemands, il y a un an. Je n'étais pas présent lors de leur enlèvement. Ce n'est pas moi qui ai pris la décision de les enlever. Ce sont mes supérieurs. Comme lui, tous ses compagnons vont tenter d'atténuer leur implication dans le terrorisme international. Mais je sais de quoi ces hommes sont capables et je veux lui poser une dernière question. S'il m'avait rencontré en Algérie, qu'est-ce qu'il m'aurait fait? Dieu seul le sait. Un sourire et une réponse qui laisse peu de doute. Le deuxième prisonnier est de nationalité algérienne lui aussi. Il a 25 ans. Quelle était sa profession dans le civil? J'étais un simple paysan. En venant ici au Tchad, il comptait faire de la prédication et imposer la charia. Ici, au Tibesti? Au nom de Dieu, le miséricordieux, notre objectif principal était d'observer toute la zone. Ce qui nous intéressait, c'était de reconnaître les montagnes du Tibesti. C'est un endroit stratégique. Nous sommes venus en éclaireur pour repérer le terrain. Est-ce qu'il est proche du combat d'Al-Qaïda? Est-ce qu'il considère que Ben Laden est un grand émir? Oui, je suis un partisan d'Oussama Ben Laden. C'est un cher, et je défendrai sa cause jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Est-ce qu'il considère que des pays comme la France, par exemple, est un ennemi pour lui, pour son mouvement? Oui. Pourquoi? La presse occidentale, et la presse française en particulier, sont contre l'islam. La France a toujours combattu l'islam, par tous les moyens. Ces hommes formaient le fer de lance d'une légion islamique chargée de perpétrer des actions terroristes dans toute la région. Ils ont été recrutés au Mali, au Niger, au Nigeria et même en Afghanistan. L'un d'eux, un Mauritanien, veut montrer devant notre caméra que sa captivité n'a pas entamé sa ferveur. C'est écrit dans le Coran. Dieu a instauré l'islam sur terre et nous le protégerons contre les infidèles en menant la guerre sainte. Il y a un passage dans le Coran qui dit « Ceux qui défendent la lumière de Dieu seront touchés par la lumière de Dieu. » Cette lumière que les mécréants détestent. Écoute, merci. Dis-moi, lui c'est un responsable? Je l'invite à se convertir à l'islam. Il vous demande de vous convertir dans la religion musulmane. J'ai la mienne, je la garde. Il a déjà une religion? Chrétien? Chrétien, je reconnais que tu es un homme civilisé. Je t'invite à lire les versets sur la création de l'univers qui sont dans le Coran. Bon, allez, c'est bon, calme-toi. On va s'arrêter là. La nuit tombe, les prisonniers vont retrouver leurs cellules à ciel ouvert. Sidi Arabi est l'homme qui les connaît le mieux. Avec le temps, il a réussi à gagner leur confiance et il sait
que certains d'entre eux nous ont menti. Un du groupe a déclaré qu'il était fermier, mais en fait c'est faux. Non, c'est faux. Ça, c'est le technicien. Il est chargé de les mettre en contact sur l'Internet avec les autres. Bon, il m'a confirmé ça. Dans le désert, grâce aux ordinateurs, ils arrivaient à passer des messages. À passer des messages avec les autres groupes religieux intégristes dans le monde, tels qu'en Tchétchénie, en Afghanistan. Et même avec le Treya, bon, c'était des messages codés qu'ils envoyaient. C'était des messages écrits, c'était pas vocal. Et les cartes SIM même, ils en possèdent beaucoup, parce que le fait de téléphoner avec une carte SIM, ils l'échangent avec votre carte SIM. Donc ils brouillent les pistes en Et permanence. ils brouillent les pistes. Finalement, il y a un côté assez sophistiqué dans la communication. Hein. C'est pas... Moi, ils sont avancés dans ce domaine. Ils sont avancés dans ce domaine. Dans leurs relations et dans leur réseau, ils avaient des connexions jusqu'en Europe, là. Et certainement. Ils ont une ramification internationale. Si les services, les pays qui ont besoin de ces gens, quand ils viennent collaborer avec le mouvement, ils peuvent avoir beaucoup de détails. Ils peuvent livrer beaucoup de détails. Et vous pensez qu'à partir de ces gens-là, il y a moyen de démanteler plusieurs réseaux internationaux? Effectivement, on peut démanteler beaucoup de réseaux dans les pays voisins et puis même en Europe. Nous avons vu les prisonniers, mais toujours pas leur chef. Où est donc El Para? On nous apprend qu'il a été séparé des autres pour éviter les risques de mutinerie. Pour le voir, il nous faut reprendre la piste. Après 3 jours de poussière, nous allons enfin rencontrer l'émir du désert. Il est gardé dans une des failles de la montagne. Bonjour. Ses gardiens s'en méfient. Contrairement aux autres prisonniers, ils lui laissent les menottes toute la journée. Ils disent qu'El Para est un fauve en captivité, mais qu'il peut toujours mordre. Il faut bien lui expliquer, comment simplement journaliste, il n'y a aucun piège. S'il veut bien nous raconter au moins dans quel état il est, qu'il nous parle un petit peu de sa condition actuelle. On ne m'a pas informé de votre arrivée. Je ne me suis pas préparé. J'aurais aimé avoir les questions à l'avance, mais ce n'est pas un problème. Je suis d'accord pour vous parler. Est-ce qu'il peut nous dire d'abord qui il est? Je m'appelle Abou Edara Abdarazak Alamari Alouarassi. Je suis né à l'est de l'Algérie, en 1968. Guelma. À Guelma. Il est né à Guelma. Sa maman est française, je crois. Il dit oui, sa maman est française. Elle habite en Algérie ou en France? ساكنة في الجزائر ولا في فرنسا؟ ساكنة في الجزائر. Elle habite en Algérie. Elle a des Le fait mettre blanchi. Blanchi? Blanchi. Ah oui, c'est non. Il y a des nouvelles de sa mère, parfois. Français. Vous êtes français? Français. Je savais que c'était un frère français. Il a le sang d'un français. Tes parents. Est-ce qu'il peut nous dire comment il s'est retrouvé ici? Nous avons entendu dire que les tribus de la région sont musulmanes. Nous sommes venus dans l'intention de prendre contact avec elles pour qu'elles nous aident à combattre le régime algérien. Comme vous le savez, en Algérie, le gouvernement nous persécute, tue nos femmes et nos enfants. Il nous a enlevé nos droits les plus élémentaires. C'est pourquoi nous le combattons. Et nous sommes venus dans les tribus musulmanes du Tibesti pour qu'elles nous aident à triompher. Vous pouvez retourner en Algérie où l'armée algérienne avait bloqué la frontière? Nous entrons et sortons sans problème. Nous empruntons tous les chemins, y compris ceux des contrebandiers. Avec l'aide du système de reconnaissance par satellite et d'autres moyens, nous connaissons le Sahara comme notre poche. Des accrochages, des combats avec l'armée tchadienne? Oui, côté tchadien, nous avons tué 63 soldats.
Nous en avons blessé 200 et détruit 4 véhicules. Mais nos pertes ont été énormes. Une vingtaine de nos moudjahidines ont été tués. Eux, le groupe salafiste, ils étaient combien au départ, qu'ils se sont accrochés avec les gouvernementaux? Au départ, on était un peu moins de 50. En ce qui concerne la rançon donnée par le gouvernement allemand, qu'est-ce qu'il en a fait? Avec la majorité de l'argent, nous avons acheté des vivres, car nous étions dans des zones enclavées, entourées par l'armée algérienne. Nous avons survécu grâce à ces vivres, qui constituaient notre stock alimentaire. Nous ne sommes pas des pillards ni des bandits, comme les gens ont pu le dire. Nous avons fait ça pour avoir de la nourriture. Le gouvernement allemand aurait donc bien payé une rançon, contrairement à ce qu'il prétend. La rançon était de combien? Je ne peux pas vous le dire. Nous avons pris un engagement avec le gouvernement allemand pour ne pas dévoiler le montant de la rançon. Autour de 5-6 millions d'euros. C'est beaucoup de nourriture. Vous avez bien mangé dans le désert. Ils ont enlevé les touristes allemands, autrichiens. C'était pour avoir de l'argent pour financer le mouvement. Quelle est leur nouvelle stratégie? C'est avoir des moyens d'enlever de nouveaux occidentaux? Le tourisme est une manne financière pour le gouvernement algérien. Notre but était de le saboter pour priver le gouvernement de cette ressource. Nous l'avons dit d'ailleurs aux touristes, avec qui nous avons gardé des contacts téléphoniques. Vous êtes en relation avec Ben Laden, c'est un grand ami. Ben Laden? Des relations entre lui et moi? Personnellement, je n'ai pas de contact avec Oussama Ben Laden. Nous, les salafistes, nous sommes une organisation à part. Depuis le début de notre existence, nous n'avons jamais eu de contact avec lui. Il combat les Américains et les Occidentaux. Nous combattons le système algérien odieux. Comment il voit son futur? Personne ne peut prédire l'avenir. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on arrête. L'entretien doit se terminer, les Toubous sont prudents. Pas question de rester trop longtemps au même endroit avec un prisonnier aussi encombrant. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite aussi à vous bonne chance. Il ne faut pas se fier à son sourire. El Parra a profité de notre caméra pour se livrer à une opération de séduction. Moussa, son gardien attitré, le surveille jour et nuit depuis 6 mois. Il connaît bien le personnage, il connaît même quelques-uns de ses secrets. Pensez-vous qu'il était en relation avec Ben Laden? Avec Ben Laden, je ne sais pas. Mais je sais qu'il est en contact avec le docteur Al-Zawahiri, le bras droit de Ben Laden. Le docteur Al-Zawahiri serait, selon lui, entre les frontières de l'Afghanistan et du Pakistan. Ils ont eu des conversations téléphoniques. Il l'a même appelé quelques jours avant que nous l'arrêtions. Ils avaient promis de se rappeler. Vous a-t-il dit quelque chose à propos des attentats de Madrid? Il voulait retourner en Algérie pour retrouver des salafistes. Il a donné des instructions à un groupe d'hommes en Espagne qui devaient commencer des actions terroristes. Ensuite, il m'a demandé mon téléphone pour leur donner d'autres instructions. Moussa a refusé de lui prêter son téléphone. Le soir, les gardiens renforcent leur vigilance. La nuit, là, il ferme El Parra avec ça. Il a tenté de fuir à 2 reprises et puis la nuit, il le ferme avec ça. Aujourd'hui, El Parra est toujours prisonnier des rebelles du Tibesti. Un prisonnier qu'ils sont bien décidés à utiliser car il intéresse sans aucun doute les services secrets de nombreux pays. L'Algérie, l'Allemagne, bien sûr, sans oublier les États-Unis ou la France.